Bonjour à tous, nous sommes jeudi 8 avril. Alors comme prévu, on corrige l'étude de texte sur la révélation de Jean Valjean à Marius, classique Larousse, page 226-227. Donc cette correction constitue notre chapitre 5, et donc quand vous regarderez cette vidéo, j'aurai mis le chapitre 5 à sa place dans le drive. Alors où j'enregistre la vidéo, donc la veille, je n'ai pas eu beaucoup de partage de travaux, mais en fait je me suis aperçue d'une chose qu'il faut que je corrige avec vous. Alors regardez, dans Classroom, quand je me connecte à Classroom, je vois ici les copies que vous m'avez rendues. Donc là, il y a 0 remis, parce que je les ai déjà corrigés, les travaux remis donc, et donc j'en ai corrigé 6, vous voyez, il y a 6 rendus. Les 16 attribués, c'est donc ceux à qui j'ai donné le travail, mais qui ne l'ont pas encore fait. Et en fait, quand je regarde en détail, alors je ne sais pas si vous allez voir, mais je vois qu'Alexis a mis du bleu là, donc c'est qu'il a répondu. Alice aussi, Chloé aussi, Lucas également, Océane également, et peut-être même d'ailleurs tous les autres. Alors, en fait, si vous ne cliquez pas sur le bouton rendre, eh bien, moi, je ne vois pas que vous l'avez fait. Alors, c'est tout à fait possible que vous ne les ayez pas encore rendus parce que vous êtes peut-être encore en train de travailler dessus, puisque moi, j'enregistre encore une fois, là, il est 17h43 mercredi en réalité, donc peut-être que vous allez encore me rendre, ou alors c'est un oubli. Si c'est un oubli, il y en a pour qui ça semble être le cas parce que j'ai ouvert certaines copies, toutes les questions... Enfin, vous avez répondu à toutes les questions, mais moi, je ne pourrais pas vous corriger. Voilà, donc surtout, cliquez sur le bouton rendre ou remettre plutôt. Pour vous, je crois que c'est remettre. Je vous montre juste 2 secondes, je ne sais pas, sur la copie d'Anthony par exemple. Vous voyez, si Anthony ne m'a pas remis sa copie, eh bien ici le rendre va rester en gris et je ne pourrai pas vous la rendre. Voilà, donc c'est peut-être ça que j'avais oublié de vous expliquer la dernière fois. Malheureusement, je ne peux pas vous montrer Classroom depuis votre vision élève. Il aurait fallu qu'on se connecte depuis un de vos comptes. Bon, ça aurait été sûrement utile. Voilà, tant pis, on va faire ça. Donc, remettez-moi les copies pour que, à mon tour, je corrige et je puisse vous les rendre. Donc, allez, correction. Donc, ceux que je n'ai pas corrigés et qui s'en aperçoivent maintenant seulement, eh ben, remettez-moi les copies. Je corrigerai après coup, évidemment. Ça n'est pas un problème. De toute façon, ce travail-là n'est pas noté. Alors, ligne 19 à 36, donc on a l'impression que Marius parle tout seul. Alors vous avez très bien répondu à cette question, d'autant que le mot monologue, c'était un mot qu'on avait vu vraiment il n'y a pas longtemps. Donc une tirade où un personnage parle tout seul, c'est un monologue au théâtre. Ici on n'est pas au théâtre, mais on peut quand même utiliser ce terme de monologue. Parce que donc on est censé avoir des dialogues dans le récit, et là c'est pas un dialogue, on a vraiment Marius qui parle tout seul. On pourrait employer le mot, je ne sais pas si vous connaissez ce verbe, le mot déblatérer. Là vraiment il parle, il s'arrête pas. Cite des éléments du champ lexical de la maison. Alors ça c'est quelque chose que vous avez bien réussi. Hop. Donc le mot chambre par exemple, jardin, lit, bergère, fenêtre. Par contre, attention, vous êtes nombreux à ne pas vous être trop cassé la tête avec les lignes. Je vous rappelle que dans cet exercice, qui est un exercice type brevet, il faut absolument les lignes. Pour avoir tous les points, si ça avait été une évaluation notée, un champ lexical, sachez qu'il faut au moins mettre 3 mots, sinon on ne peut pas vraiment parler de champ lexical. Alors une fois qu'on a repéré ce champ lexical, il faut encore répondre à la deuxième partie de la question, qui est la plus intéressante. De quoi Marius veut-il convaincre Jean Valjean avec ce champ lexical? Eh bien, il veut le convaincre de venir habiter chez lui. Donc Marius veut convaincre Jean Valjean de venir habiter chez lui, chez Marius et Cosette. Alors par contraste, il parle de là où habite Jean Valjean. Donc voilà ce qu'il dit de la rue de l'homme armé, une rue comme ça qui est malade, qui est grognon, etc. Voilà, donc il y a toute une énumération, donc c'était cite au moins 2 figures de style. Et donc il fallait donner une définition de la rue de l'homme armé. Donc 2 figures de style, on a la personnification ici, avec la rue malade, grognon, laide. Et puis toute la phrase est une gigantesque énumération. Ça c'est bien, ça vous a sauté aux yeux, vous l'avez bien vu. Et puis vous avez pu aussi noter des structures parallèles, c'est-à-dire les mêmes pronoms suivis des mêmes types de sujets, suivis des mêmes types de verbes, donc un parallélisme dans la construction de la phrase. Par exemple, où l'on a froid, où l'on ne peut pas entrer. Et donc, quand je disais, voilà, cette définition est subjective, dans quel sens? Eh bien, elle est subjective et elle est péjorative, très péjorative. Donc, péjoratif et amélioratif, on vient justement de le voir, ça tombe bien.
Et précisément, on va avoir l'inverse juste après. Donc, dans les lignes 26 à 34, donc tout en opposition bien sûr avec la rue de l'homme armé, on a une autre description. Donc, cite les éléments qui prouvent que donc, si c'est subjectif dans le sens opposé, c'est donc mélioratif, puisque vous venez de dire péjoratif ici, donc fatalement, la suite c'est mélioratif. Donc la description de la chambre est méliorative. On le voit avec les éléments, donc tends-lui les bras, le printemps, les acacias, le rossignol, heureux, bonheur, donc heureux, bonheur qui sont de la même famille de mots qui se reprennent l'un l'autre. Alors, à propos du rossignol, on en parle régulièrement, hein, c'est un petit oiseau qui est quand même très présent dans la littérature. Donc il symbolise l'amour. On l'avait vu chez Maupassant. Et donc voilà, certains m'ont dit qu'il avait un joli chant, effectivement. Donc le chant nocturne du rossignol est lié aux amoureux qui se susurrent des petits mots à l'oreille justement à la nuit tombée. Donc le rossignol, qu'est-ce qu'il vient faire dans cette longue description? Eh bien, il vient apporter donc l'amour dans ce foyer. Voilà, vraiment Marius lui dit que Jean Valjean sera entouré d'amour. Il y a l'amour réciproque de Marius et Cosette, et bien sûr l'amour filial vers Jean Valjean qui représente comme leur père. À tous les deux donc. Alors, ensuite, la citation, vous l'aurez, vous aurez son nid, vous en serez père, etc. Donc vous voyez qu'en plus il l'appelle comme ça, hein, comme on faisait à l'époque. Alors, le temps de ces verbes. Eh ben, vous n'êtes pas 100% de bonne réponse. Pourtant, c'était quand même un temps de l'indicatif assez banal. C'est du futur simple. Tiens, j'ai mis futur. Mettons futur simple parce que certains d'entre vous m'ont dit futur antérieur. Donc, futur antérieur, c'est le temps composé. Donc là, c'est pas le cas. Il indique que ces événements sont certains pour Marius, qu'il ne saurait en être autrement. Donc le futur, il a une valeur de persuasion, il a même presque une valeur d'ordre. Hein, si je dis en classe, vous prendrez vos cahiers, bah, je m'attends à ce que vous le fassiez. Donc là, c'est la même chose. Hein, Marius s'attend à ce que Jean Valjean cède à tous ses arguments et ses verbes au futur sont là pour le convaincre, voire carrément lui intimer presque l'ordre de venir habiter avec lui. Alors, on a donc ce long monologue de Marius, il est très enthousiaste, on sent le jeune homme avec toute sa fougue, et puis la réponse de Jean Valjean, comme souvent, hein, on a des contrastes entre phrases longues et phrases courtes, elle est étonnamment courte, hein, et elle contraste avec le très long monologue. Donc on a déjà parlé 50 fois de ce que c'est qu'une phrase incisive. Bien, en voilà encore une, hein, elle tombe comme un couperet, c'est ce que j'ai écrit. Donc c'est bien le cas, je vous la relis. Monsieur, j'ai une chose à vous dire, je suis un ancien forçat. Point. Bon, voilà, donc c'est assez net. Ensuite, ligne 61 à 67. Par quel type de phrase, alors ça tombe bien, on vient de les revoir aussi, se manifeste l'incrédulité? Je redonne une petite définition. Explique. Vous voyez les types de phrases, donc c'est pas pour vous faire de vous des singes savants hein, qu'on révise ce que c'est que la phrase déclarative, interrogative, impérative, exclamative. C'est parce que, comme je vous le dis quand on fait cours là-dessus, on a besoin de ce vocabulaire-là pour faire de l'analyse de texte. La phrase déclarative, on s'en fiche un peu, c'est celle qui nous intéresse le moins, mais tous les autres types de phrases, pour le coup, sont forcément mettre du relief, donc sont forcément intéressants. Donc oui, vous avez raison, vous avez bien trouvé, c'est un type de phrase interrogatif. Certains m'ont même répondu que c'était des interrogations rhétoriques. Oui, effectivement, certaines de ces questions n'attendent pas de réponse. Pourquoi me dites-vous tout cela, par exemple, c'est plus une manifestation de son étonnement qu'une véritable question, même si, évidemment, il se la pose quand même, hein, pour quel motif. Voilà, donc ces interrogations montrent que Marius refuse de croire à ce qui vient d'être dit. Voilà, et j'insiste, donc c'est totalement en contradiction avec l'idée qu'il se fait de Jean Valjean. Bah oui, puisque Jean Valjean, c'est le type parfait. Donc dire que c'est un ancien forçat, là, forcément, dans la petite tête de Marius, c'est 1 + 1 font 3, ça peut pas coller. Quelle est la qualité mise en avant par Jean Valjean, qui est la cause de cette révélation? Donc c'est l'honnêteté, vous avez cela, ligne 71. Donc souvent vous m'avez dit l'honnêteté, mais vous n'avez pas cité la ligne. C'est écrit en toutes lettres, hein. Eh bien oui, le motif est étrange, c'est par honnêteté. Ligne 76 à 84, la figure de style très visible.
C'est une très longue énumération, encore. Donc je me suis amusée pour vous à compter les virgules, il y en a quand même 16. Donc on a l'impression que Jean Valjean est dans un état d'agitation proche de la syncope. Tomber en syncope, c'est tomber, enfin c'est s'évanouir. Donc là c'est à peu près ça, hein. C'est vraiment, il le suffoque hein, quasiment. On peut aussi l'interpréter ça comme un cri de désespoir, voilà. Donc vous êtes nombreux à m'avoir parlé de l'énumération, un petit peu moins nombreux à en avoir tiré un effet. Alors j'insiste bien là-dessus, je vous rappelle que trouver une figure de style, c'est ce qu'on s'attache à faire en quatrième, mais on doit surtout vous faire trouver ce que cette figure de style apporte au texte, ce qu'elle veut dire, pourquoi elle est là. Parfois c'est plus ou moins évident, parfois on peut inventer des choses un peu plus farfelues. Là ici, voilà, quand on a une très longue énumération, si vous lisez cette énumération à haute voix, eh ben, le côté agitation, le côté désespoir, je pense que c'est pas trop tiré par les cheveux d'arriver à cette interprétation-là. Voilà donc pour ce texte. Alors, ensuite, on passe à la suite. Donc, je vous explique la rédaction à rendre pour le 26. Alors, j'ai fait une petite boulette, c'est-à-dire qu'elle est déjà partie dans vos classrooms. Je voulais la programmer. J'ai appuyé sur le bouton et là, pour le coup, une fois que c'est parti, je peux pas revenir en arrière. Donc, hop, je reviens ici. Donc, travaux et devoirs. Voilà, rédaction misérable, elle est sous mes yeux. Donc, voilà, vous avez ici une petite explication. Donc, j'ai écrit que je vous expliquerai tout dans la vidéo de demain, c'est-à-dire maintenant. J'espère que vous n'allez pas vous stresser mercredi à 17h35. Donc, hop, et je vous montre le sujet. Donc, vous avez deux petits textes qui sont tous les deux romans 19e. Je vais un petit peu agrandir. Je les lis avec vous. Donc, texte 1. Donc, ça va être au choix, bien sûr. Texte 1. Le spectacle était épouvantable et charmant. Gavroche, fusillé, taquinait la fusillade. Il avait l'air de s'amuser beaucoup. C'était le moineau becquetant les chasseurs. Il répondait à chaque décharge par un couplet. On le visait sans cesse, on le manquait toujours. Les gardes nationaux et les soldats riaient en l'ajustant. Il se couchait, puis se redressait, s'effaçait dans un coin de porte, puis bondissait, disparaissait, reparaissait, se sauvait, revenait, ripostait à la mitraille par des pieds de nez, et cependant pillait les cartouches, vidait les gibernes et remplissait son panier. Les insurgés, donc c'est le camp de Gavroche bien sûr, les insurgés haletant d'anxiété le suivaient des yeux. La barricade tremblait, lui, il chantait. La barricade tremblait, ça c'est une figure de style, c'est pas la barricade elle-même, hein, ce sont les gens derrière la barricade, ça s'appelle une métonymie. Donc c'est les humains, hein, c'est tous ceux qui aiment Gavroche, qui sont derrière la barricade, qui tremblent pour lui, ne vous trompez pas d'interprétation. Autre texte au choix donc. Alors, ceux qui habitaient encore la malheureuse maison de Bonacieux et les voisins les plus proches entendirent de grands cris, des trépignements, un cliquetis d'épée et un bruit prolongé de meubles. Puis, un moment après, ceux qui, surpris par ce bruit, s'étaient mis aux fenêtres pour en connaître la cause, purent voir la porte se rouvrir et 4 hommes vêtus de noir, non pas en sortir, mais s'envoler comme des corbeaux effarouchés, laissant par terre et aux angles des tables des plumes de leurs ailes, c'est-à-dire les loques de leurs habits et des bribes de leurs manteaux. Et ça, c'est tiré des 3 mousquetaires d'Alexandre Dumas. Donc, je vais vous montrer le sujet, et après ça, vous choisirez finalement quel est le texte qui vous convient le mieux. Donc, le sujet, le voici. Imaginez la suite de ce texte, donc le 1 ou le 2. Un héros ou une héroïne, comme vous voulez, vient sauver Gavroche, si vous préférez le texte 1, ou bien, donc un héros ou une héroïne, se lance à la poursuite des 4 hommes qui viennent de s'échapper de la maison. Dans le texte numéro 2. C'est la maison Bonacieux. Alors, pour ceux qui ont lu Les Misérables, vous savez que c'est l'enlèvement de Constance Bonacieux. Mais pour ceux qui n'ont pas lu Les Misérables, Les Trois Mousquetaires, vous pouvez imaginer ce que vous voulez. Voilà, donc en fait, vous pouvez prendre cette information. Oui, c'est Constance de Bonacieux qui a été enlevée, mais vous pouvez aussi inventer toute autre chose. Vous êtes complètement libre, hein, que vous ayez choisi de lire les Trois Mousquetaires ou pas, aucune importance. Alors, donc, un homme, un héros, une héroïne vient sauver Gavroche ou se lance à la poursuite des 4 hommes. Faites le portrait de ce personnage, montrez ses grandes qualités à travers les actions qu'il mène, décrivez-le avec les couleurs du romantisme, n'oubliez pas les hyperboles et les sentiments.
Vous êtes un narrateur omniscient, une trentaine de lignes attendues. Alors là, il n'est pas content, il veut que je mette attendu au pluriel, mais si c'est la trentaine de lignes, je peux accorder au singulier si j'ai envie. Alors, je décortique le sujet avec vous. Donc, vous êtes un narrateur omniscient, ça veut dire que vous allez écrire à la personne il ou elle. On est bien d'accord? Ensuite, vous devez écrire un récit d'action, puisque c'est vient sauver Gavroche et se lance à la poursuite des 4 hommes. Mais au milieu de ces actions, ou avant de commencer les actions peut-être, il faudra placer un portrait. Ça, c'est le sujet, je vous oblige, je vous contrains à placer un portrait. Bien sûr, ça va pas être un portrait aussi long que le portrait de Cosette qu'on a étudié. Ça peut se résumer, le portrait peut durer 5 lignes, avec 3-4 lignes de physique et 2-3 lignes de caractère. Donc voilà, un petit portrait au milieu de vos actions. Votre héros ou héroïne, là, c'est le personnage principal, mais il va être un héros ou une héroïne vraiment au sens propre, c'est-à-dire, quand je dis les grandes qualités, oui, on est dans le romantisme, donc il a forcément toutes les qualités imaginables. C'est un Jean Valjean, c'est un D'Artagnan, voilà, c'est de cette trempe-là. Si c'est une héroïne, il faut qu'elle soit on va dire, avec autant de qualités qu'un Jean Valjean ou qu'un D'Artagnan. Décrivez-le avec les couleurs du romantisme. Ça, je vous le réexplique derrière. Ça veut dire hyperbole et sentiment. Voilà, n'hésitez pas à être vraiment dans l'excès, puisque c'est ça le romantisme. Je lis les consignes avec vous. Donc, dans les consignes qui vont vous faire gagner des points, parce que là, cette fois-ci, c'est noté. Mon texte est une suite de l'extrait proposé. Oui, si vous choisissez un texte, donc vous me mettrez texte 1, texte 2, mais de toute façon, je verrai bien en vous lisant ce que vous avez choisi. Donc, si vous choisissez un texte, mais si ce que vous racontez n'a aucun rapport, forcément, vous perdrez des points là-dessus. Donc, j'ai fait un portrait en variant les verbes. Ah, très important. Alors, on ne va pas employer le il y a, ou bien il avait les yeux bleus, les cheveux blonds, ou bien il était grand, il était fort. Essayez d'éviter les verbes avoir et être, ou en tout cas de ne pas employer sans arrêt les mêmes verbes. Je n'y ai pas pensé. Je vous replacerai une petite astuce. Je pense que je vais placer ça dans les consignes du travail. Une petite astuce pour éradiquer le verbe avoir. Au lieu de dire « il avait les yeux bleus et les cheveux blonds », vous pouvez commencer votre COD, les yeux bleus, les cheveux blonds. C'est lui qui devient le sujet de votre phrase. Ses cheveux blonds, par exemple, brillaient au soleil. Ses yeux bleus pétillaient tant il était intelligent. Et vous voyez, en faisant ça, non seulement on va détailler plus la phrase, mais en plus on enlève le fameux verbe avoir qu'on ne veut pas parce que c'est trop banal. Donc, autre consigne, j'ai ajouté des extensions du nom. Ça forcément dans votre portrait. J'ai raconté des actions, ma rédaction comporte des hyperboles, j'ai nommé des sentiments, donc vous devez à un moment donné me dire que votre héros a des sueurs froides, ou alors que il crie de joie et d'enthousiasme, qu'il jubile, je ne sais quoi, mais il faut des sentiments, ou alors ça peut être la peur trépidante dans la scène d'action. J'ai corrigé l'orthographe, vous êtes à la maison, profitez-en. J'ai corrigé la syntaxe. Ah, j'ai fait des paragraphes. Nombre d'entre vous me rendent des pavés de lignes, donc là, en plus vous allez tous faire ça numériquement, donc rien ne vous empêche de faire votre petit pavé de lignes et de le redécouper après coup. Beaucoup plus facile que quand on écrit à la main. Je vous rappelle que vous devez aller à la ligne à chaque fois que vous allez changer de lieu, changer de moment de la journée par exemple, ou si une nouvelle action démarre. En gros, si vous avez rédigé, je ne sais pas, 15 lignes, alors format police 10-12, pas 14. Si vous avez rédigé 12 lignes, 12-15 lignes sans changer de paragraphe, c'est louche. Donc à ce moment-là, dites-vous, ah tiens, là j'ai fait 20 lignes, il faudrait peut-être que j'essaye de découper. Ensuite, donc j'ai choisi les temps. Je ne sais pas pourquoi c'est souligné en bleu, ça. Ben non, j'ai choisi les temps. Je les ai correctement employés. Ah, vous voyez qu'on a un accord avec le COD. Employé s'accorde avec les, ici COD placé devant l'auxiliaire avoir, qui représente les temps. Donc je les ai correctement employés. Ben oui, donc je vous demande de respecter les temps qui sont dans les petits textes.
On va retourner les voir donc. Et oh, évidemment, ce sont les temps du passé. Donc, vous allez avoir à employer l'imparfait, par exemple ici. Ou bien le passé simple. Alors, est-ce qu'on en a ici? Pas évident parce que comme c'est une description, eh bien, on n'a même pas de passé simple ici. Donc, imparfait ou passé simple pour les actions donc percutantes. Ici, on n'a que de la description, donc que de l'imparfait. Et dans le texte numéro 2, alors cet ami, on a un plus que parfait, puisque c'est une action qui a lieu encore avant l'idée du bruit qui est entendu ici. Et même chose, voilà, si on a quand même un passé simple ici, l'action percutante, ici l'action de premier plan. Donc, vous devez manipuler l'imparfait, le passé simple et le plus que parfait si vous en avez besoin. Vous savez que votre talon d'Achille, c'est le passé simple. Donc là, vous êtes à la maison, encore une fois, affichez-vous tous les passés simples que vous voulez. Prenez votre Becherel, voilà. Vous avez tous les moyens. Je vous rappelle que si vous avez envie très très fort de mettre un passé composé, c'est que vous êtes en train de vous tromper. C'est là que vous devez mettre le passé simple, justement. Voilà, et puis vous pouvez toujours aller voir éventuellement les rédactions que vous m'avez déjà rendues numériquement sur lesquelles je vous aurais corrigé. Les rédactions papier, je sais que certaines sont punaisées en classe, et puis d'autres, vous les avez dans vos classeurs. Voilà, je crois vous avoir tout dit, donc je vais vous ajouter un petit coup de pouce en bas du devoir ici, ou peut-être même dans Classroom, peut-être dans l'intitulé du devoir ici, je vais voir comment je fais, mais ça va vous aider. Eh bien, ça c'est pour le 26. C'est marqué, hein. Hop. Ah ben non, c'est pas marqué. Ben, je vais le rajouter. C'est marqué dans la console. C'est pour le 26 avril, 8h, dernier délai, c'est-à-dire le lundi matin de la rentrée. Donc, c'est un des 2 travaux à faire pendant les vacances. Voilà. Eh bien, très bonne journée à vous. À demain en vidéo.